vais prendre la suite. Alors, vous allez avoir des redites et puis des choses non redites. Hein. Alors, je vais vous parler de Laurent Hector Toutain. Alors, d'abord, pour vous dire que la première fois que. Ici, on voit les pages de presse. On va peut-être éteindre là pour avoir plus de luminosité. Non? Vous avez peut-être plus de luminosité? Non, ça va mieux? Bon. La première fois donc, que j'entends parler de Laurent Hector Toutain, c'est le 23 juillet 2020, lorsque je suis chez notre ami Jean-Noël Chausse-Pied. Où es-tu, Jean-Noël? Voilà. Et que Jean-Noël me propose, pour les amis du musée, eh bien, ce buste que vous avez ici, une Marianne en bronze, avec le collier, vous voyez, la franc-maçonnerie, les seins un peu ouverts, n'est-ce pas? Et puis le bonnet phrygien. Et si tu continues les autres photos, mon cher Joël, il y a derrière de marqué qu'elle est décernée au capitaine Toutain, commandant de la compagnie des francs-tireurs vierzonais, qui a résisté à l'invasion prussienne de 1870. Elle est datée du 4 septembre, jour, comme vous l'a dit Alain, voilà, donc de la proclamation de la Troisième République. Et puis, la transaction faite, Jean-Noël me fournit, vous allez les voir dans un instant, les photocopies de la première page du rapport concernant le fameux rapport qu'il a fait de 1872, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, voulant approfondir tout ce travail, ce parcours de ce Vierzonais que je ne connaissais pas avant cette date, je me mets à sa recherche et je rencontre Jean-Pierre Gilbert, des amis de la commune, qui était en train d'écrire sa revue, son deuxième tome de la commune et des communards du Cher. Nous travaillons ensemble et nous cherchons ensemble. Et puis je recherche dans mes documentations personnelles. J'ai l'aide aussi d'Alain pour les archives municipales. Alors, soyons très clairs, ce que je vais vous faire ce soir, c'est un premier jet de l'histoire de Laurent Hector Toutain. Il faudrait aller aux archives nationales, lire intégralement le rapport parlementaire, aux archives, au service historique des armées à Vincennes et aux archives départementales. Mais enfin, déjà, il y a des choses que l'on va pouvoir vous dire ce soir. Alors, Laurent Hector Toutain, il est né à Vierzon le 26 novembre 1836, à 6 heures du soir, à Vierzonville. Il est le fils de Silas Augustin Toutain, comme vous l'a dit Alain, il est confiseur, et de Anatolie Vaillant, alors pour faire plaisir à Jean-Marie, son épouse. Donc, ils se sont mariés, les parents, en 1835, à Vierzonville, mais la famille Toutain est originaire de Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher. Et ce qui est très important pour comprendre la filiation, sur la déclaration de naissance de M. Laurent Hector, c'est fait en présence de Michel Vaillant, 60 ans, greffier de justice, qui n'est autre que le grand-père d'Édouard. Et en présence d'un autre Michel Vaillant, 32 ans, propriétaire, qui est le père d'Édouard Vaillant. Donc, ce sont des cousins, et Laurent Hector est le cousin germain d'Édouard Vaillant. D'ailleurs, le père, sur les documents officiels que nous avons aux archives, signe Silas Toutain Vaillant. Il met les trois noms les uns à côté des autres. Alors, Laurent Hector, bon, une enfance très simple, il épouse Jeanne Irma Dagonneau, qui était née en 1844 dans la Nièvre. Il l'épouse le 1er septembre 1862. Ils auront un fils qui s'appelle Georges Hippolyte Silas, né en 1864 à Vierzonville, et une fille, Georgette Marie, née le 28 décembre 1965, toujours à Vierzonville. Que fait notre ami Toutain? Eh bien, il exploite, comme vous l'a dit Alain, la distillerie familiale, qui a été créée par le père, donc Silas, au 6 de la rue Saint-Pierre. La rue Saint-Pierre, c'est la rue Armand-Brunet. Et en cherchant avec Alain, bon, c'est l'immeuble où il y a eu Conchon-Quinet, c'est l'immeuble où il y a l'opticien, au tout début de la rue Armand-Brunet aujourd'hui. Et donc, il continue la fameuse berrichonne. Alors moi, j'ai une autre formule pour parler de la berrichonne
que l'on dit rival de la Chartreuse. Tu dois avoir une image qui nous montrera comment dire, la berrichonne. Alors ensuite, j'ai recherché dans le travail du mémoire de DEA de Claire Lemercier, qui était venue nous voir, qui avait parlé des notables de Vierzon. Alors, nous apprenons quoi? Nous apprenons que Silas Toutain, le père, a été conseiller municipal de Vierzonville de 55 à 60. Alors, vous savez qu'à chaque fois qu'on est conseiller municipal, on établit un tableau des membres du conseil. Et ce qui est très bien pour tout le 19e, je m'en suis servi personnellement, vous avez mon nom, prénom, adresse, etc., nombre d'enfants, domestiques, revenus, profession, etc. Donc, on est renseigné. Alors, le père, Silas, il a quand même des revenus annuels de 2000 francs. C'est quand même pas mal pour l'époque. Il est propriétaire à Vierzonville et propriétaire à Vierzon Village. Et en ce qui concerne Laurent Hector, donc lui, il va être au conseil municipal de Vierzonville à partir de 1865. Il a 29 ans. 29 ans. Il obtient pour son premier vote 159 voix. Correct, sans plus, mais bon, voilà. Il n'est pas le mieux élu. Le mieux élu à l'époque, c'est M. H. Pierre-Adolphe H. Voilà. Mais, écoutez-moi bien, il déclare être négociant. Je parle de Laurent Hector, hein. Négociant, fabricant de liqueurs, avoir des revenus annuels supérieurs à 5000 francs. Le père avait 2000, lui il en a 5000. Avoir 2 domestiques et être propriétaire à Vierzonville. Bon. Et donc on voit la réussite familiale hein, entre le père et le fils, ça augmente. Alors, j'ai regardé par rapport à ce qu'avait fait Claire Lemercier et par rapport à ce que Alain a aussi aux archives. Apparemment, il n'est pas dans les plus imposés. Il serait limite, hein, parce que 5000, hein, bon, voilà. Mais c'est un notable, et Claire Lemercier le considère comme un notable vierzonais du Second Empire, et là. Mais alors, bien sûr, concernant, par rapport au portrait que vous a fait Alain tout à l'heure d'Armand Basile, ben lui, c'est côté vaillant. C'est côté Édouard Vaillant, bon, avec les parents qui sont en partie à Vierzon et en partie à Paris. Hein. Là, je laisserai Jean-Marie en parler mieux que moi. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Alain, au conseil municipal de Vierzonville, il a comme collègue donc Armand Basile, le docteur Burdel, Pierre-Adolphe H., Pierre Guénivier, etc. Alors, ensuite, là, on a beaucoup de points d'interrogation. Comme vous l'avez parlé tout à l'heure, vous en avez parlé Alain, a-t-il participé aux événements de la Saint-Jean 1869? Aucune preuve, aucune certitude. L'événement de Saint-Jean, c'est quand on a lancé des pavés contre la gendarmerie, quand on a manifesté dans les rues. Alors, Guénivet, dont parle Alain, a été maire de Vierzonville à l'époque. Avant, il était maire de Vierzon-Village. Ça n'avait pas plu aux Vierzonais de l'époque. Donc, aucune trace de Laurent Hector donc, au moment de cet événement. Bien. Donc, quand éclate la guerre de 1870, donc au mois de juillet, et tout cela, le maire de Vierzon, Alain vous l'a dit, il s'appelle, moi je donnais le nom complet, parce que il s'appelle Jean-Baptiste Eugène Dodo Grézou. Il est propriétaire, conservateur, maire de Vierzon, voilà, et donc, comme vous l'a dit Alain, donc, eh bien, il est le maire, et le mieux élu aux élections du 16 août 1870, le mieux élu des conseils municipaux, c'est Toutain. Toutain fait 690 voix et Armand Basile 678. Et il est le premier donc, du tableau, même devant Dodo. Premier du tableau. Alors, il est connu. Donc, il est connu pourquoi? Parce que, bon, l'initiateur, la liqueur, etc. Son commerce est en plein centre-ville. Donc, c'est un notable, voilà. Donc, il est connu, il est bien placé. Et alors, bon, je ne vais pas reprendre ce qu'Alain vous a dit. Donc, entre la présidence de séance, le conseil, le nom qu'on va proposer entre le maire, l'adjoint et le premier adjoint. Et puis, donc, dans la marge du registre de délibération, il y a cette phrase, la seule phrase que Toutain aurait prononcée en séance au mois de septembre, c'est à prendre ou à laisser, ce qui rend l'embarras du choix moins difficile. Voilà.
Et puis après, ben, quand vous regardez les délibérations du conseil municipal, il est présent à quelques séances, parce qu'il va avoir un autre travail dans un instant. Il ne prend jamais la parole. Il vote avec la majorité, mais il n'est pas actif comme peut l'être Charles Leroy plus tard ou Armand Bazin. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va devenir le fameux capitaine de cette compagnie des francs-tireurs. Alors là, nous avons le rapport intégral. Tu montreras après, on fera après peut-être. Bon. Non, on fera après. Alors, le rapport, c'est le principal outil de travail. Ce rapport a été fait et publié en 1872. Il a été publié à Bourges, à l'imprimerie Jolet. Il fait 42 pages. Il y a un avant-propos de 3 pages, un rapport proprement dit de 35 pages et 5 pages de pièges justificatifs. Alors, moi, je me suis posé une question, pourquoi l'avoir imprimé à Bourges? N'y avait-il pas d'imprimeur à Vierzon qui voulait effectuer ce travail? Bon, je ne sais pas. Et le rapport en lui-même a été fini de rédiger le 25 août 1871. Et bon, il l'a publié qu'en 72. Alors, n'oubliez pas, comme vous l'avez dit là, les préliminaires de paix sont signés fin janvier 71. Bon, pourquoi ce décalage dans le temps, ça, je n'ai pas pu le savoir. La seule hypothèse que j'aimais, c'est que Silas, son père, meurt le 7 avril 1872, à Vierzon village. Il a peut-être d'autres préoccupations que de faire son livre et son rapport à ce moment. Alors, ce qui est intéressant, voilà la couverture du rapport. Vous remarquerez qu'il se fait appeler tout un fils. On ne dit jamais Laurent Hector, hein, c'est tout un fils. Et dans beaucoup de documents, vous avez tout un fils. Et alors, aussi le problème que j'ai eu, il y a des fois tout un avec 2 T, des fois tout un avec un seul T. Bon, mais c'est du classique. Alors, le rapport proprement dit. C'est un rapport qui n'est pas écrit pour vous, pour moi, c'est un rapport qui est écrit en grande partie pour les francs-tireurs, pour ceux qui étaient dans sa compagnie, où il leur fait le récit de tout ce qu'ils ont vécu ensemble pendant 4 mois et demi, et il leur tient des propos très élogieux, très patriotiques à l'égard de ces francs-tireurs. Et alors, dans ce rapport, vous n'avez aucune allusion à la vie politique nationale. Aucune. Au moment où le rapport est publié, bien sûr, la commune est terminée, mais voilà, aucune allusion à ce qui se passe à Paris, à ce qui se passe avec le gouvernement de Jules Favre, après avec Thiers et tout ça. Rien de tout ça. On n'a pas. Mais par contre, on va parler de l'armée. Alors, il y a 2 parties, parce qu'il a fait 2 grandes campagnes, si on veut aller de plus. Alors, la première partie, donc les 16 premières pages, il explique comment il a créé les francs-tireurs. Et alors là, bon, ben, moi je suis en contradiction avec un peu Alain et avec Jean-Marie et puis Michel. Si vous lisez tout ça, Basile n'a rien fait du tout, moi j'ai tout fait. De A à Z, j'ai créé ma compagnie, je l'ai même financée. Je l'ai même financée. Alors, si on regarde bien les choses, donc il y a une délibération du conseil municipal de Vierzon qui dit que l'on va créer une compagnie des francs-tireurs, point. Mais, tout un, qui apparemment a du relationnel, dit dans son rapport qu'il se rend à Tours auprès de la délégation gouvernementale. Je vous rappelle qu'il y a une partie gouvernement qui est partie à Tours, et Grand-Bétard, vous vous souvenez, en ballon, rejoint Tours, etc. Et il dit dans son rapport, persuadé qu'en raison de sa position et de mes nombreuses relations commerciales, il serait fait un bon accueil à ma demande. Donc il joue de son entre-soi, de ses milieux, etc. Alors il va donc à Tours, il va 2 fois, on lui explique que, ah oui, c'est bien ce que vous faites. Alors là, au début, là, on est en octobre, c'est du bénévolat, ils sont habillés comme vous et moi, ils n'ont pas de tenue militaire ni quoi que ce soit. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Pas grand-chose au début, d'après ce qu'on comprend, voilà. Et donc, il faudra attendre le 8 novembre 1870 pour que tout un reçoive une notification officielle de Tours
Notification qui lui a été donnée, il est reçu au cabinet de Charles de Freycinet. Charles de Freycinet est ministre de Gambetta, et ce qu'on appellera plus tard les républicains opportunistes, hein, je ne vais pas faire un cours de politique ici, mais bon, alors ces républicains opportunistes sont très loin d'Armand Basile, d'Édouard Vaillant, de Félix Piat. On est à l'autre bout de l'échiquier politique. Bien. Alors, donc il reçoit son avis officiel, donc le 8 novembre, l'État l'autorise à créer une compagnie de 50 hommes, et il devient capitaine. Mais avant cette date, il avait déjà été se promener en Sologne, parce qu'il connaît bien la Sologne. Vous allez voir, si vous êtes Sologneux, vous allez retrouver des noms de lieux que vous connaissez certainement. Sa première campagne, nous sommes fin octobre 1870, avec ses 10 premiers éclaireurs. Ils sont au sud d'Orléans. Et donc, on leur donne comme mission de se rapprocher le plus près des troupes prussiennes, voire sans être vus. Vous voyez bien la chose. Ils doivent obtenir des informations importantes. Ces éclaireurs les rapportent à Toutain. Toutain, lui, est installé à La Motte-Beuvron. Et il doit ensuite les communiquer au général qui, lui, est installé à Salbris. Au cas où... Donc, on a 3 niveaux de... Voilà. Bien. Et donc, après avoir donné ces infos, temps numéro 2, nous sommes au début novembre 1870, comme Alain vous en a parlé tout à l'heure. Il fait partie, Toutain et ses hommes, des premiers à rentrer dans Orléans libéré, par la fameuse armée de Loire. Alors, il regarde Orléans libéré, il est enthousiaste, bon, voilà, etc. Bon. Et puis ensuite, il y a une partie de pause, où là, ils vont aller à Tours, recevoir donc leur matériel, recevoir leur habillement. Mais alors là, il y a une phrase qui est dans le rapport, qui contredit un petit peu ce que dit Basile, et qui contredit un petit peu ce qu'on avait appris avant. Donc, il y a une partie qui est prise en charge par l'État, il y a une partie qui est prise en charge malgré, je lis, malgré une faible souscription et une subvention du conseil municipal de 750 euros. Pas euros, francs, pardon. Oui, je suis déjà encore... Mais alors, il conclut la formule suivante, mais peu m'importait, j'étais arrivé vite, mon but était atteint. Voilà. Donc, mais vous voyez, il y aura d'autres choses après, avec Basile, ça va mal se passer. Alors ensuite, ils repartent, ils sont habillés, ils ont des armes, ils repartent. Alors là, si vous connaissez, nous sommes au nord d'Orléans, nous sommes dans la forêt d'Orléans. Nous sommes à Chilleurs-au-Bois, au nord d'Orléans, proche de Pétivier. Alors là, ils doivent surveiller les Prussiens qui sont à Santo et Montigny. C'est juste à côté, j'ai regardé sur une carte. Nous sommes avec un froid glacial. Et là, ils se rendent compte que les Prussiens sont numériquement supérieurs. Donc, il explique qu'ils ont aussi du matériel. Les Prussiens, je parle des Prussiens. Et alors, il précise tout ça, il donne tout ça comme information à son commandant français. Et alors là, ça se confirme. À Santo et Montigny, nous avons été battus. Ça fait partie des combats de l'armée de la Loire que nous avons, voilà. Et alors, lui, il explique à son commandant, on pourrait se replier dans la forêt d'Orléans. Moi, je connais la forêt d'Orléans, avec mes braconniers, etc. Mais bon, c'est pas ce que souhaitent les officiers supérieurs. Vous le savez peut-être, bon, là, vous l'expliquez, c'est la débandade, j'irais même la Bérésina, même si c'est pas la même période, la fuite dans le désordre le plus absolu. Et alors là, il y a un récit, vous direz, on va vous le mettre dans le bulletin. Il fait le récit, il retraverse Orléans du nord vers le sud. On dirait, je ne sais pas, Stalingrad. C'est une ville totalement détruite, une ville bombardée. Enfin, c'est assez terrifiant là-dessus. Donc, il va fuir, il suit cette armée en déroute. Il quitte Orléans le 4 décembre 1870 et il s'arrête pour la nuit à La Ferté-Saint-Aubin. Vous savez tous où on est. Le lendemain, il repart pour Vierzon, qu'ils atteignent le 6 décembre. Et alors là, on arrive avec Alain, ce qu'on a vu. Donc, il arrive à Vierzon le 6 décembre au soir, et il découvre l'état catastrophique de notre ville, avec des propos très durs sur les officiers de l'armée française, qui sont dans les hôtels et les cafés, qui font bombance, dans les cafés français. D'où le fameux, comme disait Alain tout à l'heure, le fameux officier qui disait où est-ce que la Loire elle passe, voilà.
Alors, je vous lis, parce que moi j'ai trouvé, c'est assez fort, ce qu'il écrit sur ces 2 jours, donc de 1870, on est juste avant la prise de Vierzon. Il parle des officiers français. Ils avaient séparé leur honneur de l'honneur de l'armée. Peu leur importait le linceul de boue dans lequel l'armée française s'ensevelissait. Pour eux, il n'y avait plus d'armée. Par leurs attitudes, ils disaient clairement « Nous ne voulons pas nous battre. » Point. Alors, il arrive à Vierzon. N'oubliez pas qu'il est conseiller municipal. Il est peut-être aussi militaire, mais il est conseiller municipal. Donc, il va se renseigner là-dessus. Donc, le 7 décembre, une armée donc totalement désorganisée est en retraite. Enfin, j'irais même des morceaux de l'armée. Cette armée doit théoriquement, l'armée de la Loire, hein, on est bien d'accord, aller vers Bourges. Ça, c'est la théorie. Et c'est ainsi qu'apparaît dans les rues de Vierzon le général Aurel de Paladine, qui était l'ancien commandant de l'armée de la Loire, et qui a été destitué suite à la bataille d'Orléans que nous avons perdue. Et je vous lis ce que nous met Poutin. À 8h du soir, donc nous sommes le 7, hein, à 8h du soir, un de ses aides de camp, à Aurel de Paladine, demande à la mairie un passeport pour qu'il puisse se rendre à Marseille. Le maire et le conseil municipal exigent qu'il se présente devant eux. Après un entretien avec Armand Basile, preuves à l'appui, le général est autorisé à prendre le premier train en direction de Lyon. À 9h du soir, Poutin se rend à la mairie, où siège le comité de défense, qui est composé des conseillers municipaux de Vierzonville, de Vierzon-Village, des gardes nationaux, sur proposition d'Armand Basile, soutenu fortement par Poutin. La garde nationale vierzonnaise se réunira à 4h du matin, donc le 8, hein, si vous me suivez bien, et ira se positionner en forêt de Vierzon dans les tranchées prévues. Donc l'objectif est bien de défendre Vierzon, hein, puisque lui, il est spécialiste là-dessus. Mais ça ne se passe pas comme prévu. À son réveil, le 8 décembre 1870, à 6h30, vous voyez, Poutin, il aurait dû être là à 4h du matin, hein, si c'était 4h, on serait là à 6h30 du matin. Bon, déjà. Il découvre qu'un contre-ordre était intervenu dans la nuit. L'armée française était partie dans la précipitation et les gardes nationaux n'étaient pas motivés pour monter en forêt. Il se rend à la mairie et il trouve Armand Basile démoralisé. Alors ça revient un peu à ce que disait Alain tout à l'heure par rapport aux commentaires qu'avait fait le commissaire de police, les juges, etc. Basile ne va pas jusqu'au bout. Il est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Alors, je poursuis. Ne voulant céder au découragement, il, Poutin bien sûr, entraîne drapeau tricolore en main, donc pas le drapeau rouge, hein, drapeau tricolore, des francs-tireurs vierzonnais et des francs-tireurs tourangeaux, des officiers du 77e de ligne, dans les tranchées de la forêt de Vierzon. Et comme il l'affirme, l'objectif n'est plus de défendre Vierzon, mais de retarder l'arrivée de l'ennemi et de faciliter l'évacuation des troupes. Alors, c'est ce qui va se passer donc dans toute la forêt de Vierzon ce jour du 8 décembre. Alors, le matin, c'est facile, comme dit Poutin, parce que le matin, il n'y a que 250 cavaliers. Bon, on arrive à faire des escarmouches et tout ça. L'après-midi, il y a 4000 hommes. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, tout le monde quitte la forêt, et Poutin organise sa retraite vers... Alors, il revient vers Vierzon, dans Vierzon à Saint-Rose, il dit au revoir à sa famille, quitte Vierzon pour Bourges, et retrouve sa compagnie le 8 décembre au soir, quelque part dans la campagne au sud de Vierzon. Ça, c'est la première partie de ces combats. Arrivons maintenant à la deuxième partie. Alors, donc les Prussiens, eux, ils sont rentrés dans Vierzon. Alain vous a dit les dates, du 8 au 13 décembre 1870. Pendant ce temps-là, où est Poutin? Eh bien, Poutin, on l'a cantonné dans une ferme à Charroux. Il est dans une ferme à Charroux, mais par ses hommes, il est au courant de ce qui se passe à Vierzon. Il est au courant du pillage, et il enrage de ne pouvoir intervenir. Alors, il est autorisé à rentrer dans Vierzon le 13 décembre, précédé par le 13e chasseur. Et il arrive, bien évidemment, dans sa maison. Et alors, nous savons, Alain et moi, puis d'autres, que sa distillerie a été pillée par les Allemands, par les Prussiens.
Alors, peut-être pas des Prussiens, peut-être plutôt des Bavarois. Nous avions plutôt des Bavarois par chez nous. Hein. Alors, ils ont quand même pris 1200 litres de vin, 400 litres de champagne et des liqueurs. Ils sont bien servis, hein. Bon. Mais, à aucun moment dans son rapport, il ne parle de ce qui s'est passé chez lui. Il ne cite ni la distillerie, ni les pillages de chez lui. Rien. On n'est pas du tout au courant, on le sait par... voilà. Alors, la compagnie donc, des francs-tireurs reste 2 jours à Vierzon. Il voit Armand Basile, mais il ne parle pas, comme vous l'avez dit Alain, de sa démission, où Armand Basile est parti, a fui. Ça, il n'en parle pas, de la fuite et de l'arrivée de Charles Roy. Bon, voilà. Et alors là commence, pour les francs-tireurs, donc une errance qui va durer de décembre jusqu'à février. Alors là, ils sont passés partout. Hein. Alors en plus, conditions météo, nous sommes avec un hiver très froid. Très, très froid. Alors ils sont allés pour harceler les Prussiens, hein, toujours la même logique. La Ferté-Saint-Aubin, la Motte-Beuvron, Louan-Fuselier, vous connaissez tout ça. Hein, donc alors là, vous lirez tout le détail de tous leurs combats, leurs persécutions, etc. Alors il y a des moments, ça se passe bien. Bon, ils connaissent tous les chemins de forêt. Hein, alors là, vous lirez, si vous connaissez la Sologne, ils vous citent des noms. Moi j'ai retrouvé j'étais obligé de prendre une vieille carte d'état-major pour retrouver des lieux dits, des forêts, ils coupaient des routes. Enfin bon, bref, passons, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais vous lirez. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les habitants de la Motte, de la Ferté, de Nouan et de Salbris leur disent bon ben arrêtez parce qu'on a peur des représailles, on a peur que les Prussiens envahissent le village, brûlent le village et puis qu'ils restent plus loin. Donc là, ils se replient dans les bois, voilà. Les préliminaires de paix sont signés, comme vous l'avez dit là, les 26 et 28 janvier 71. Donc théoriquement, les combats cessent et donc la compagnie des francs-tireurs vierzonais est incorporé au 25e corps d'armée du général Pisani-Jourdain le 5 février 1871. Et le 5 mars 1871, Toutain cesse d'être leur capitaine. Alors, il y a 4 pièces justificatives à la fin. Voilà, monsieur Signé est parfait, il vous dit dessus. Il y a 4 pièces justificatives, donc, à la fin. Je ne vous les dis pas tous, mais celle qui a retenu mon attention, c'est celle du général Pisani-Jourdain, commandant de la 3e division du 25e corps, du 6 mars 1871, qui lui confirme qu'il a adressé au ministre de la Guerre un état de proposition pour que Toutain reçoive la Légion d'honneur. Nous avons cherché avec Alain, nous n'avons jamais trouvé ni le rapport, ni le dossier, ni la Légion d'honneur. Entre-temps, il y a eu d'autres épisodes politiques. Donc, après 4 mois et demi de campagne, notre ami Toutain revient à la vie civile, retrouve Vierzon et retrouve la vie politique. Alors là, on a beaucoup d'interrogations et de questions. Comme vous l'a dit Alain, était-il à la fameuse histoire du train, du passage du train du 5 avril 1871? Aucune preuve. Porcher y était certainement, ça, Porcher, on a à peu près les certitudes. Porcher qui était le premier adjoint de Basile, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Nous, concernant Toutain, je n'ai aucune preuve. Par contre, il est réélu conseiller municipal de Vierzonville aux élections municipales du 30 avril 1871. Donc, ça fait 1 mois et demi qu'il est rentré, non, même pas, 1 mois qu'il est rentré. Le mieux élu, il fait 1008 voix sur 1591 votants. C'est gros, hein? Et Charles Urvois, maire sortant, ne fait que 962 voix. Et Félix Piat ne fait que 950. Donc, vous voyez qu'il est connu. Hein. Ces faits d'armes ont certainement participé à tout ça. Alors, la liste rouge, comme vous l'avez dit, Alain, est élue en entier. Et ben, c'est Charles Urvois, dont je vous parlerai un jour, qui a été élu maire, parce que c'est l'aile modérée, on va dire ça comme ça. Hein. Alors que Toutain est toujours le mieux élu. Toutain, théoriquement, et sur le tableau des membres du conseil municipal, il est toujours en haut.
Il aurait pu être maire. Mais non, c'est Charles Duroy qui devient maire. Alors ensuite, eh bien, pour reprendre ce que vous a parlé Alain et tout, donc, a-t-il participé, a-t-il été à ce congrès de Lyon, à cette concertation de Lyon à la mi-mai 71, le 14 mai 71? Alors là, c'est le grand mystère. Nous savons, je crois que Michel ou Jean-Marie me confirmeront que Philippe de Voucou, le maire de Bourges, y a été. Oui. Hein, lui, c'est sûr. Enfin, il est cité, en tout cas. Il est cité, voilà. Alors moi, j'ai regardé dans le rapport de police, du commissaire de police de Vierzon, du 23 juillet 1871. Il présume, je dis bien il présume, pour un rapport de police présumé, c'est vachement... hein, il présume que tout un Porcher s'est allé à Lyon pour établir un contact avec l'international. Mais dans le rapport du premier président de la Cour d'appel de Bourges, qui fait partie de l'enquête parlementaire dont vous parlez Alain tout à l'heure, donc ce rapport de 1972, à aucun moment le nom de Toutain n'est cité. Aucun moment. Ni même celui de Porcher. Alors, que se passe-t-il pour la fin de sa vie? Ben, vous allez voir, c'est assez triste. Nous apprenons par une déclaration de M. Charles Roy, maire de Vierzon, ville, lors de la séance du conseil municipal du 27 août 1873, qu'il a reçu le 30 juin la lettre de démission de Laurent Hector Toutain du conseil municipal de Vierzon, ville. Nous ne connaissons pas les motifs. Cette lettre, je ne l'ai pas aux archives. Pourquoi démissionne-t-il? Alors on peut émettre plusieurs hypothèses. Est-il en désaccord avec la politique municipale de Charleroi? Charleroi, vous en parlerez une prochaine fois, mais va progressivement passer du camp socialiste au camp opportuniste. Et donc, voilà. Ou est-il en désaccord avec la politique de l'ordre moral? Alors, je fais un petit peu de politique nationale, si vous voulez bien. Donc, vous savez que la droite a progressivement mis à l'écart Thiers, nous sommes en 1873, a mis à la tête, comme président de la République, Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta, en attendant que les princes d'Orléans, de France se mettent d'accord pour. Et donc, c'est le gouvernement du duc de Broglie qui se met en place, gouvernement dit de l'ordre moral. Ça ne convient pas trop aux Vierzonais, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, est-ce qu'il est contre le gouvernement de l'ordre moral? Ou, autre hypothèse que je fais, a-t-il fait de mauvaises affaires commerciales? On ne sait jamais. Ne s'est-il jamais remis, en fin de compte, du pillage, hein, de la distillerie? Bon, voilà. Donc ça, c'est 73. Le samedi 26 août 76, rue Saint-Pierre, donc rue Armand Brunet, au domicile de Toutain fils, donc Laurent Hector, puisque le père est mort 4 ans avant, a lieu une vente aux enchères publiques suite à faillite. Suite à faillite, par décision du tribunal de commerce donc de Bourges, sont en vente, alors écoutez bien, le stock d'alcool, son matériel de distillerie liquoriste et aussi le mobilier de la maison. Que s'est-il passé? Des mauvaises affaires, une nouvelle liqueur qui n'a pas obtenu voilà, ce qu'il voulait, le succès espéré, les suites du pillage, on ne sait pas, on n'a aucune réponse. Toujours est-il que 2 ans plus tard, le 16 janvier 1878, à l'âge de 41 ans, hein, c'est pas vieux, hein, le 16 janvier 1878, à l'âge de 41 ans, à 1h du soir, rue Saint-Pierre, à Vierzonville, donc décède Laurent Hector Toutain. Est-il mort de maladie? S'est-il suicidé? On ne sait pas. Alors, j'ai regardé dans la généalogie les enfants. Les enfants vont se marier un peu plus tard, mais à Vierzon village, non pas à Vierzon ville, et à aucun moment ils ne font état quand sur l'acte, vous savez, quand vous vous mariez, on recherche aussi, on vous demande père, mère, etc. Et donc, il y a bien marqué Laurent Hector Toutain, décédé, bon, ça c'est logique, mais il n'y a pas de marqué la profession, ni quoi, ni qu'est-ce, et la mère a disparu aussi. Voilà. J'en ai terminé. La cérémonie après le décès, c'était une cérémonie religieuse? Rien du tout, aucune information. Parce que par rapport au suicide, il y a a une indication. Et puis il y a aussi, par rapport au buste, la croix de la franc-maçonnerie.
Alors, on va vous montrer quelques... Vous avez 30 secondes, on n'est pas trop en retard. Il est 8 heures. Bon. Alors, ça, c'est le rapport. Ça, de toute façon, vous l'aurez dans le... montre-leur la distillerie. Ah, mais excuse-moi. Donc, ça, c'est la distillerie, mais plutôt... C'est le père, hein, c'est Silas. Qu'est-ce que c'est ? Elle a failli, il a pas perdu sa maison. Ah, le mobilier. Le mobilier de la maison. Elle est là, la vente aux enchères. Voilà, la vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Enfin, vous verrez tout ce qu'il y a en détail. Voilà, alors le rapport, mais j'ai un conseil à vous donner, parce que moi ça m'a été très utile. Lorsque vous lirez le rapport, ayez avec vous, à côté de vous, une carte de la Sologne, mais une carte ancienne avec tous les lieux dits, les noms, etc. Parce que sinon... Mais ils marchaient à l'époque, je peux vous dire, ils en faisaient du kilomètre. Hein. Et il n'y avait pas l'éclairage public. Hein. Avez-vous des questions? Monsieur Pinclot. Oui. Pourquoi, Alain Leclerc, vous avez employé le terme éclaireur et toi, franc-tireur? Parce que moi, ma famille est originaire de Briné, et mon père, né en 1903, m'a toujours dit, dans la famille, on avait des francs-tireurs à Briné. Donc, c'est certainement à peu près, je suppose, sur ces événements-là, vous avez dit à tout moment éclaireur, franc-tireur. Et mon père disait franc-tireur. Est-ce qu'il y a une différence? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que la compagnie des francs-tireurs, il avait rassemblé les éclaireurs avant qu'ils soient transformés en francs-tireurs. D'accord, d'accord. Et sur son rapport, lui, il ne parle que de franc-tireur. Il ne parle de rien. C'était des braconniers. Hein, c'était des braconniers, des raboliots, qui connaissaient la Sologne comme leur poche. Et donc, c'était facile pour eux. Mais ils ont été, quand vous lisez le rapport, alors moi j'y étais pas bien sûr, mais quand vous lisez le rapport, ils étaient quand même presque au contact des Prussiens. Hein. Et ils ont quand même, le matin du 8 décembre, ils ont fait fuir les 250 cavaliers. Donc nous sommes si j'ai bien compris, dans la première montée, vous voyez, de la route de Paris, la première montée, ils sont en haut, ils arrivent à les faire fuir. Puis après, ils se cachent dans toute la forêt. Voilà. Après, vous avez 4000 hommes qui débarquent. Et alors, la description de Vierzon le 7 et le 8 décembre, ça c'est mon texte. La description du 7 et 8 décembre, une ville désastreuse, en fait. Oui, Jean-Marie. Oui, il y a aussi l'épisode de la fuite, du repli en tout cas, de l'armée prussienne, parce qu'il y aurait un corps de l'armée française c'était une rumeur, qui viendrait contre-attaquer. Et il y a des gens qui ont parlé aussi du fait qu'il y a eu quelques Uhlans qui ont été tués sur le pont. Alors, en franchissant le Cher. Oui, pas la Loire, le Cher. Le Cher, lorsqu'on a fait des travaux, on aurait retrouvé les... Ben oui. Voilà. N'est-ce pas, Francis? Oui, mais c'est pas le Cher. C'est Lièvre, là. C'est Lièvre. Oui. Hein, et les francs-tireurs qui sont là, ils ne sont pas en Sologne. Et ils n'en parlent pas, ceux-là. Alors, il en parle, mais... Alors, c'est pas ils ne sont pas sous son commandement. Voilà. Alors, parce qu'il y a des francs-tireurs qui vont venir l'aider, il y en a qui viennent de Touraine, d'autres qui viennent de Bretagne, il y en a qui viendront même de Savoie. En fin de compte, ils essayent de combler les vides et de remonter une armée de la Loire pour essayer de bloquer. Alors, on a essayé de bloquer à Orléans, ça n'a pas marché, maintenant on bloque à Vierzon. Et ils vont jusqu'à Massé. Oui, pas plus loin, mais à Massé, il reste une demi-journée. Hein. Oui, mais ils vont au bistrot. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Mais nous, ils sont restés 5 jours. Oui. Mais les petits villages coloniaux ont eu beaucoup peur de perdre, de se faire brûler, détruire, voilà, par tout ça. Pour expliquer aussi que Toutain n'a pas eu un poids politique important, il y a aussi peut-être le fait qu'il était allié à la famille Vaillant. Oui. Et par contre, Vaillant à Vierzon, ça ne marche pas. Ça marchera après. Après, oui, bien après. Oui. 10 ans plus tard. Oui.
Urvois, on va bien voir que quand il va créer l'ENP, la famille Vaillant va protester, mais bon, ça va être balayé d'un revers de main. Donc, va falloir payer quand même. Hein. oui, Il faut dédommager la famille Vaillant. mais ça peut expliquer aussi ça. Vaillant ne prend pas Vierzon à ce moment-là. À ce moment-là, c'est Pierre et Basile. C'est pas. Quelle a été la limite sud de l'invasion des Prussiens? Mais comme vient de vous dire, Massé, comme vient de vous dire M. Fontaine. Parce que dans mon canton, à La Verdine, ils ont construit une église, l'église, en remerciement du fait que les Prussiens ne sont pas arrivés dans le sud du Cher. Je crois que, voilà. Donc, pour remercier Dieu, un peu comme on l'a fait pour le Sacré-Cœur, hein, là, ils ont construit une église parce que les Prussiens n'avaient pas été plus loin. Ben nous, ils sont descendus par la Nationale 20, c'est tout. Ils ont suivi la Nationale 20. Non, mais on peut construire une église même s'ils ne sont pas venus dans la ville. Oui. On les craint tellement que. C'est ça. Hein, mais c'est pas forcé. Les témoignages de Georges Sand dans l'Inde confirment. Hein, et la peur des Prussiens à Nord. Oui. Pas d'autres questions? Non, mais une remarque de communicant, après tout ce que vous avez magnifiquement évoqué, c'est des figures exemplaires qui débordent le cadre local. Et le regret qu'on peut avoir, évidemment, c'est qu'on n'ait pas de portrait d'eux. Ah, alors là, on a cherché, c'est vrai qu'on n'a rien. On n'a pas de Ouais. portrait ni de Basile, ni de Toutain. Bon, Pierre, il y a ce qu'il faut. Oui. Vaillant, il y a ce qu'il faut. Voilà. Tout un tas de bus. Oui, mais moi, ce que je peine à comprendre, c'est bon. Alors, bon, le collier de la franc-maçonnerie, je comprends un peu. Le bonnet phrygien aussi. Mais pourquoi cette date du 4 septembre? Vu que le 4 septembre, bon, il ne se passe pas grand-chose pour lui. Hein. Quand on lui a donné un buste comme ça pour remercier de tout ce qu'il a fait pour Vierzon, pour la France. Ah, je crois qu'il représente la République. Oui. Et ça, c'est pas rien. Quand tu as cité tout à l'heure, c'était le conseil municipal en disant on ne défend pas tellement la commune de Paris. Mais à cette époque, quand on dit attention, si vous touchez à la République, on va prendre les armes et résister. Quand l'Assemblée autour est monarchiste, c'est un signe déjà très avancé. Enfin, de même, le drapeau tricolore, on ne pouvait pas mettre le drapeau rouge, vu le contexte. Mais déjà être républicain, c'est être très proche de la commune. Je réponds à la question que tu avais posée. Est-ce que ces gens-là, je les considère comme communards? Je réponds oui, parce que dans la conférence de Jean-Louis Robert, pour le 150e, notre historien national, j'avais montré que Vierzon n'avait peut-être pas une commune instituée en tant que telle, mais qu'il y avait là une commune en esprit. Et qu'on cite effectivement des communes, parce qu'à un moment, il y a eu un mort, alors que les gens autour étaient plutôt de tendance réactionnaire. On les englobe quand même dedans. Eh bien, Vierzon, on ne peut pas dire que l'ensemble était réactionnaire, il était très républicain. Ouais, c'est la République. Quand vous lisez le rapport de l'enquête parlementaire, Tout à fait. on est bien cité comme une ville rouge, C'est ça. révolutionnaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'article de Vallès, enfin du journal de Vallès, je le prends à mon compte. Hein. Ces gens-là sont des communards en esprit, Bon. sinon en acte. Merci beaucoup Jean-Marie, merci Michel. Avant de partir, hein, n'oubliez pas de venir voir, si vous voulez voir Jean-Pierre Bambier pour souscrire. Tu ne veux pas me voir, t'avais trop. Pour souscrire donc pour les bouquins d'Alain Rive, de Jean-Jacques Rossignol et de Tournon. Voilà. Et puis sinon, donc, prochaine réunion du cercle, l'Assemblée Générale, 31 janvier. Enfin, je vous informerai, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt. Voilà.